podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon matin, où est-ce que vous êtes et bienvenue à un nouvel épisode du Couscous Piri Piri, communément appelé le CCPP, l'épisode numéro 4 de la saison 2019, avec vous Sofiane Bendaza comme d'habitude, avec et par miracle, et comme toujours le portugais de service de tout le monde, Nilton Georges. Salut Nilton. Sofiane, comment ça va? Ça va très bien, merci. Pas trop débordé? Un peu débordé, mais moi, ce qui est important, c'est de garder la positive attitude. C'est ça qui compte. Oh, ok, t'es encore là-dessus, là? Toujours. Nice. Toujours, les mauvais concepts, c'est vraiment mon point fort. C'est vraiment mon point fort. Donc voilà, si vous écoutez, vous êtes évidemment... Vous écoutez sur la plateforme, vous écoutez directement sur le fil RSS du podcast Couscous Piri Piri qui fait partie du réseau podcast Cannes Football Club Plus, donc bienvenue. Et évidemment, si on vous écoutez en partie grâce à La Force du Malte, notre sponsor depuis 1 an, donc un grand merci à toute l'équipe de La Force du Malte, la microbrasserie à Trois-Rivières. Donc je vous dirige d'aller déguster leur belle bière et même aller à leur salon de dégustation qu'ils ont ouvert récemment à Trois-Rivières. Donc où trouver ça? C'est pas compliqué. La Force du Malte, Facebook, Twitter, laforcedumalte.com. Il faut pas hésiter. Et ça c'est notre sponsor bière. On a un petit sponsor technique pour les prochains 12 mois. On voudrait remercier Spreaker pour nous sponsoriser pour la prochaine année. On vous rappelle que Spreaker, c'est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès. Comme nous, évidemment. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics seulement. Et depuis un seul endroit. Et c'est où? C'est aller sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Hashtag next level. C'est moi qui ai ajouté le hashtag. Oh. Ça vient pas de Spreaker. Influenceur, t'es un influenceur. Voilà. Donc merci Spreaker de nous supporter. Vous avez remarqué qu'on a tout poussé vers Spreaker, tout ce qui est les podcasts du Cannes Football Club. Et chacun a son propre petit chemin d'émission. Donc vous nous cherchez sur iTunes, Android, application, toute plateforme, Castbox, Podcastbox, comment il s'appelle, désolé, tellement de trucs de podcast player, Procast, Google Podcast, tout ce qui est podcast, incluant Apple Podcast et iTunes, vous mettez le nom de votre podcast préféré, vous cherchez, vous vous abonnez, et c'est sur iTunes, vous laissez un commentaire, surtout pour nous, le Couscous Piri Piri. Comme ça, on ait des bonnes notes et des bons reviews. Et est-ce que c'est cette semaine qu'on commence notre collaboration? Oui, Nathan, je te laisse parler, parce que t'es tellement professionnel avec ça. Donc déjà je suis une fois semaine. Il y a lundi que ça s'est ajouté. Il y a Julien Tardif, notre positif québécois de souche sauce brune, qui a sa chronique IMFC avec Jean Corriveau sur la radio web Radio Média Plus pour pas l'hebdomadaire, mais la quotidienne sport en ligne avec Jean Corriveau. Et moi, j'ai une chronique les mercredis midi pour parler du match. Et à partir de cette semaine, en principe, notre podcast Couscous Piri Piri devrait être aussi en ondes. Ça reste à déterminer quel jour et quelle heure, mais il sera aussi en ondes sur la grille de Radio Média Plus. Donc, il y aura pas de montage, hein. Ce sera pas comme tout le monde en parle, ça va être Raw Edition directement. Exactement. Et ça change quoi pour les écouteurs qui nous écoutent en ce moment, nos auditeurs en ce moment, ça change rien. C'est juste que les auditeurs du RMP vont pouvoir les écouter sur leur plateforme à eux. Donc c'est juste le même émission, mais on la diffuse là-bas pour qu'ils profitent de notre savoir foot. Et ça va nous aider vers notre chemin de devenir des vrais influenceurs. Donc pour ceux qui nous écoutent en ce moment, ça change rien pour vous. Si vous écoutez aussi RMP, vous pouvez aussi nous entendre là-bas. Mais voilà, donc c'est une belle collaboration avec Jean Corriveau et toute l'équipe de RMP. Merci de nous faire confiance. Et puis c'est ça. Puis un autre petit événement, je voulais promouvoir, c'est la Super Coupe Trou de Poutine qui arrive le samedi 6 avril. C'est un concept pour les ladies, un tournoi féminin, 5 contre 5, 3 matchs garantis de soccer avec des prix de présence, trophées pour les vainqueurs. Et c'est quand? C'est le samedi 6 avril à 13h ou au nouveau complexe de futsal de foot 5 ou soccer 5 Le Parc, dont un des partenaires est Asun Camara, au 5575A rue Hochelaga, Montréal, Québec. Et puis il y a des possibilités qu'on vous imprime des chandails si vous donnez une notice 3 semaines à l'avance. C'est du foot 5 contre 5, donc c'est 4 joueuses de champ et une gardienne, des changements illimités, 20 minutes par match, jeu en continu. C'est évidemment un tournoi amical dans un centre intérieur qui est le parc.
surface gazon synthétique, pas de tacle et on fait attention aux murs bandes. Donc tout ça, vous pouvez aller sur la page Facebook de Trop de Poutine, le 2 c'est avec les chiffres 2 pour avoir toute l'information. Sinon, vous pouvez contacter aussi Sidney Foro aka Kid aka Sid pour qu'il vous donne plus de détails si vous en avez besoin. Il est sur Twitter @solambe SOLAMBEY. Donc voilà, je pense que ça conclut nos messages l'intro, les messages de la journée. Merci beaucoup de nous écouter, ça fait un plaisir d'être avec vous, puis on commence tout de suite dans 3, dans 2, dans 1. Peu importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'Impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Nilton. Oui. Le jingle a roulé, on est content, ouais. Tout va bien. Ouais, je suis prêt. Donc je pense que l'Impact a perdu, on dirait. L'Impact a perdu 2-1 face au Houston Dynamo ce week-end au BBVA Campus Stadium. À la grande surprise du Québec tout entier, on dirait. T'as l'impression que les gens étaient très déçus? J'ai l'impression. Déçus, non, mais surpris. Je regardais les prédictions pendant toute la semaine. Ah oui, on était très, très, très peu nombreux de voir que cette possibilité d'une défaite à Houston qui s'est produite, 7 fois sur 8? Oui, un stade où l'Impact n'a jamais bien joué. Non, je parle même pas de gagner ou de faire un match nul, ils ont jamais bien joué tant que ça. De 2, il avait deux tendances qu'on a vues. Notre page Facebook, où les gens étaient clairement victoires de l'Impact, et le fameux éternel le Povs Board de Michel Prou, est-ce que je me trompe? Pro, excusez-moi, qui est devenu une référence pour les prédictions d'avant-match de l'Impact. Le côté gauche positif était rempli, le côté droit il y avait juste moi et quelques autres fous qui ont osé dire. Marc Belletête, parce que lui je pense qu'il y a un crayon indélébile déjà, il peut plus l'effacer, il est toujours sur le mauvais côté. Ouais, on était vraiment peu nombreux de voir que ce club-là, c'était vraiment une possibilité, cette défaite-là. Oui, honnêtement, regarde, ça commence bien. Safi Tarder marque à la 34e minute sur un beau jeu de l'Impact, très collectif, très joli, très réfléchi. Même Rodriguez sur une sorte de cafouillage défensif dans la zone. Piatti, en fait, ça commence avec Piatti, disons que l'erreur a commencé avec lui. Et Memo Rodriguez a lancé une belle fusée, puis aussi de Manotas. Quel joueur! Ah ouais, ça joue, hein. C'est fou parce que on a eu le build-up, le hype pendant toute la semaine, qui a probablement atteint les joueurs parce que oui, les joueurs nous écoutent. Ils ont tellement cru que le 3 points était pratiquement dans la poche parce que, il y avait le fameux match de la CONCACAF, donc ils allaient être fatigués. Et là, arrive l'alignement. On a commencé à entendre qu'il y avait le B-Squad en face de Houston. Non, c'est pas tant que ça. Les joueurs qui ont été sur le terrain, c'est des titulaires à Montréal. Là, Memo Rodriguez, c'est pas rien. J'ai vraiment du mal à voir comment on peut visualiser le début de saison, surtout en MLS, alors que personne a... Je trouve que les équipes ont tellement changé et j'ai pas l'impression que je sais pas moi, Houston, ça joue comment? Je pense que c'est très différent de ce que j'ai vu du match. Par rapport à l'an dernier, c'est très différent. Et en même temps, ils ont un même noyau de joueurs. Mais honnêtement, je sais pas, on peut pas se donner 5 matchs pour avoir une tendance. Parce que, je sais pas, Nilton, peut-être je suis négatif, mais honnêtement, l'Impact, je trouve, il a joué un peu comme contre San Jose. Peut-être un peu plus timide, parce que Houston sont meilleurs que San Jose. Je pense qu'on le voit, il y a plus de qualité. Ouais, nettement. Et puis, je trouve que les rentrées de Kyoto et des Ellis ont fait la différence. Du côté de l'Impact, les rentrées de Chouanière a fait une certaine différence, ça c'est vrai. Chamicho, Merck Jackson Hamel, pas autant, surtout que vous n'avez pas assez de temps, vraiment. Chamicho était là pour 6 minutes, alors que Jackson Hamel pour 10 minutes. Donc Chom était là pour tuer le match. Mais voilà, honnêtement, je comprends pas trop, mais même si l'Impact avait plus de position de balle, parce que
C'était assez stérile quand même comme possession. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est un match qui se valait bien. Ça aurait pas été un match nul, il n'y aurait pas de catastrophe. Parce que en même temps... Tant qu'à moi, le nul aurait été un vol parce que là, tout ce qui s'est créé chez l'Impact de Montréal, il y a pas eu d'occasion qui a été créée bien tellement là. Il y a eu la belle combinaison qui a résulté au but de Taider, mais avant ça, il y avait eu rien. Non, il y a Après pas ça, ça a été très très compliqué. Choignard, oui, a apporté un peu de fraîcheur et de danger, mais pas du danger de surface là. C'est des tirs de loin. Les ballons traversaient le rectangle de Houston avec aucun danger. Là, j'avais des flashs un peu de Mancuso, c'est-à-dire le ballon passe puis il n'y a pas d'attaquant. Come on, tu sais, oui, on se faisait des thumbs up, mais il manque quelque chose. Là, on dirait autant l'équipe semble connaître ses rôles et responsabilités en défensive, autant qu'en attaque. La structure n'existe pas. Malheureusement, oui, c'est peut-être compliqué d'avoir une structure bien en place avec Nacho Piatti qui, entre guillemets, triche dans ses patterns parce que c'est toujours de l'improvisation qui peut rapporter. Mais autrement, il y a pas de cohésion dans ce groupe-là. Un ballon qui est envoyé au premier poteau, puis au rôti qui est très haut dans la boîte, c'est pas normal. Mais il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. C'est un bon point, Nilton. Et voir le trou qui existait au milieu du terrain, c'était triste. Là, plusieurs fois, on aurait pu faire des captures d'écran où on voit 5 joueurs défensifs alignés à peu près et 5 autres joueurs devant alignés avec un Taider qui est devant Urruti. Je peux comprendre que la consigne de Saphir, c'est d'être haut pour proposer une alternative supplémentaire à la boîte, mais il va falloir que quelqu'un décroche. Est-ce qu'il faut que ça soit Samuel Piette qui décroche? Je l'ai vu plusieurs fois, un peu de tête basse avec le ballon dans les pieds, où c'est tellement clair dans sa tête qu'une fois qu'il a le ballon, il cherche à gauche et à droite. Ce qui est bien. Ce qui est bien, mais des fois, j'ai le goût de lui crier, lève la tête, Samuel, t'as un champ complètement libre devant toi. Il n'y a pas de danger que ça. Le danger n'est pas si gros. Là. Avance avec. Tu n'es peut-être pas obligé de briser des lignes avec des passes, mais il faut apporter d'autres choses. Azira aussi, c'est toujours la simplification. C'est toujours l'ultra-simplification de ses gestes, mais de temps en temps, il faut tenter des choses. C'est bien avoir un ratio de passes 59/60 à la fin du match, mais si tu n'as aucune passe clé, ça ne sert à rien. C'est vrai, mais malheureusement, ça devient un Diallo qui a essayé des bombes, littéralement des bombes pendant tout le match. Ça devient un peu prévisible. Oui, puis aussi, là, je peux seulement analyser le match, je peux pas nécessairement donner une tendance, mais je trouve que quand même, si on voit individuellement ce que chaque joueur essaie de faire, je trouve pas que c'était mauvais. Dans le sens, je trouvais qu'Azira, quand il voulait entreprendre, c'était pas mal côté droit, parce que c'est lui le milieu axial qui va vers la droite pour supporter Sagna et Okonkwo. C'est bien Okonkwo, Oyonko, en tout cas. Okonkwo. Et puis donc à la limite c'est correct. On sait qu'Azira est limité dans ce domaine-là, dans le sens c'est pas un milieu droit offensif. C'est peut-être pas nécessairement son rôle sur le terrain en ce moment, ou même un autre joueur qui prendrait son rôle éventuellement, peut-être un meilleur joueur, je ne sais pas encore. Mais je trouve que individuellement, j'ai l'impression que tout le monde a fait son travail entre guillemets. Il y a juste un joueur qui était beaucoup trop dans l'axe et beaucoup moins à gauche. Je ne sais pas pourquoi, c'était Piatti. Est-ce que c'était Houston qui le bloquait bien? Est-ce que c'était lui qui voulait vraiment couper dans l'axe? Mais c'est peut-être juste moi, mais j'ai remarqué que Piatti était axe gauche. Puis il avait très peu de provocation côté gauche, comme il a fait contre San Jose. Je suis pas sûr si c'était, ses homologues, je sais pas si c'était Langvist ou De La Garza qui était devant lui à ce moment-là. Ouais. Mais pourtant, c'est drôle parce que j'ai trouvé qu'il a été tellement menotté par le nouveau défenseur de Houston, Nostruna, là, il a marqué de façon exceptionnelle, des fois sans même toucher au ballon, il le sortait complètement du jeu. Oui, il a été sorti de ce match-là. Oui, donc et c'est ça la grosse différence, parce que on va apprendre rien à personne là, c'est no Piatti, no party. Donc dans le sens, dès que Piatti a un match moyen, ça va. On sait que l'Impact aura du mal. Et je trouve que quand même, Lovitz montait pas mal, il avait quelques bonnes attentions, Sagna aussi, mais je sais pas si le bloc a besoin d'être un peu plus haut que d'habitude pour essayer de maximiser ce qu'ils ont, parce que sachant qu'il leur manque un milieu de terrain. Et quand je regardais hier et les FC Portland, je dis ah oui, Linuen, c'était lui qu'il fallait prendre pour ce fameux milieu de terrain pour faire un complément avec Piat et Taider. Donc
Mais tu vois, moi, ce que j'aimerais voir un peu plus, parce que justement, Taider monte tellement haut, pratiquement à la hauteur d'Urruti ou des fois plus haut. J'aimerais voir un gars comme Lovitz prendre un peu plus d'importance dans la construction du jeu. Tu sais, oui, il tient la ligne, mais peut-être que dans des situations comme ça, on a peut-être besoin d'un Lovitz plus axial, un peu comme la sélection américaine a fait avec Lima, où le défenseur latéral dans les phases offensives, dans les possessions de ballon, il devient un milieu. Parce qu'il est là pour apporter un peu d'alternative au jeu. Si Lovitz se retrouve toujours sur un côté vraiment excentré sur le côté gauche, il va être un peu ignoré par Piatti, il va peu combiner. On a besoin, de combler nos faiblesses au milieu offensif par quelque chose. Oui, par ça, et je pense aussi, Nilton, que ça va venir aussi par le collectif qui doit être un peu plus rodé. Là, c'est encore rouillé, même si tout le monde se connaît mieux, tout le monde est content, tout le monde est positif, tout le monde croit au message de Rémi Garde. Et on le voit beaucoup, et on voit que Martino et Levesque en parlent souvent, parce qu'ils sont sur le terrain avec eux, donc ils voient vraiment la transformation de ce groupe-là, et c'est tant mieux. Mais il y aura des ajustements à faire, je pense. Le staff le sait. Je suis pas sûr quoi exactement, parce que je suis pas vraiment un coach UEFA licencié A, mais de ce que je vois, s'il y a des chaînons manquants, à un moment, le talent, t'en as besoin. Mais il faut placer tes joueurs dans les bonnes conditions. Urruti, même si c'est pas Kai Kamara ou Wright Phillips, il peut aider comme attaquant pivot un peu. Dans le sens, pour essayer de diriger un peu le trafic, que ce soit avec le ballon ou juste attirer un défenseur. Ça demande un jeu posé, ça c'est clair. Parce que le problème avec l'Impact, c'est que soit c'est un jeu posé, soit ça marche soit en jeu vraiment posé, puis ça bouge bien, et puis ils sont synchro, soit il faut que ce soit une contre-attaque pure et dure. Qu'on a vu contre San Jose à un moment, il fallait marquer le fameux but du 3-1, on voit la contre-attaque qui arrivait. Ou une transition rapide, par exemple, pas nécessairement un contre. Et je trouve qu'avec ça, avec Sagna qui a monté, Lovitz qui n'a pas peur de monter, Urruti qui est très généreux avec ses efforts défensifs aussi, mais aussi avec son ballon, si vous voulez. Et du moment que Piat et Azira vont faire le minimum, puis je pense qu'ils vont se débrouiller à le faire, ils vont faire le travail, un minimum. Sinon, l'Impact perd le match 5-0 là. Si Piat et Azira ne font pas un minimum de travail défensif, le match est fini. Je trouve que la clé reste Piatti et Taider. Parce que tout le monde le sait. Et comme Taider est côté gauche, Milan distribue un peu à droite, je trouve que il faut trouver une solution pour essayer de faire que Piatti soit plus libéré. Est-ce que c'est comme deuxième attaquant? Est-ce qu'ils le remettent comme ailier, quoi qu'il était ailier entre guillemets dans le 4-3-3 de Rémi Garde? Puis le match va décider, le déroulement du match va faire qu'il est bloqué par tel défenseur comme t'as dit Nilton, donc il peut rien faire. Et ça c'est correct. Ça arrive là. Piatti va pas être parfait à chaque fois, mais on sait que la victoire va passer à 95% par un bon Piatti. Ça on est d'accord. S'il est pas bon, on se dit ok, je pense que le match est déjà fini. Et c'est pourquoi ça va venir à un certain collectif qui est beaucoup plus rodé dans les automatismes pour exécuter. Et c'est bien que Sana et Lovitz montent, mais s'ils montent puis ils centrent puis il y a juste Urruti, ça sert à rien. Et je sais pas si t'as vu, dès que Taider montait et c'était qui d'autre qui montait? À un moment Taider avait une chance de marquer sur une tête contre Houston. Ils étaient 3 dans la surface de réparation. Donc ça veut dire que le bloc est plus haut. Donc t'as pas besoin de faire une course de malade et que Okyonko fasse un dribble de malade et centre et extrémiste à Urruti. Ça demande qu'il y ait du monde qui monte. Comme sur le but de Taider. Taider commence côté gauche, il fait la passe, il joue, puis il voit une possibilité d'être libre derrière le latéral droit de Houston, puis il marque sur une balle basse d'Azira. Mais ce jeu-là, ils sont passés du côté gauche dans l'axe, la droite. C'était pas nécessairement un jeu super rapide, mais on voyait une certaine chimie, puis ils savaient ce qu'ils faisaient. On savait qu'ils n'avaient pas le ballon, et le trigger était Taider qui a fait que Azira a fait une balle passe. Ça n'a pas arrivé à chaque fois, mais on voit qu'ils ont la capacité de faire ça. C'était pas une erreur, ce but-là n'était pas une erreur. Le problème de l'Impact de Montréal, c'est d'être capable, à plusieurs reprises dans un match, de se placer dans cette situation-là. Une fois qu'ils gagnent le ballon, difficilement ils sont capables de remonter en bloc. Ils sont tellement bas dans leur dernier tiers. Urruti est tellement proche de ses défenseurs. Tout le monde, on est dans une zone de 4-5 mètres. Là, ils sont 3-4 joueurs des fois. C'est très, très, très compliqué. Oui, tu sais, on dit souvent que Urruti a un bon point d'appui, mais
il a pas le gabarit pour tenir le ballon. Là. Il Non, vient, non. il vient rapidement, il joue avec des layouts, là, il en déviation, mais c'est pas un gars qui est capable de garder le ballon 2-3 secondes assez longtemps pour que les autres montent. Mais je te garantis, Hilton, si l'Impact joue un peu plus vite, puis ils ont des repères assez rapides. C'est la capacité de jouer vite. Oui, Oui, jouer vite, ça va, mais il- est-ce que Piet, Azira sont capables de jouer bien et vite? Ah, mais ça, c'est l'exécution, puis le temps va le dire. C'est ça, Nilton. On peut, tout ce qu'on dit depuis un bout, c'est que ils savent ce qu'ils doivent faire. Le coach, il sait exactement ce qu'il faut qu'il arrive. Il faut que Azira gagne des ballons, qu'il ramène un peu de support côté offensif, un peu côté droit. Piet, lui, il bougera pas de l'axe, c'est son rôle, c'est son gagne-pain. Donc, on sait exactement ce que chaque joueur peut faire et va faire. Et l'important, c'est que, est-ce que, avec ces joueurs-là, l'Impact peut, et Rémi Garde, peuvent ramener l'équipe à un autre niveau. Parce que même si la conférence de l'Est s'est affaiblie, entre guillemets, avec des grosses pertes, je dis entre guillemets, ça change pas que c'est pas comme si l'Impact est un air de guerre soudainement. Même si on doit prendre en compte qu'il cette équipe, il y aurait 7 places pour faire les playoffs cette année, donc, statistiquement, l'Impact est encore en meilleure position que l'an dernier. Et ce que j'avais tweeté hier soir, ou hier soir, samedi soir, c'était, je trouve que Rémi Garde va arriver assez rapidement à un point à la limite de pouvoir améliorer son effectif. On va se garder un petit facteur X, Mathieu Choinière, parce que lui va être un vrai catalyseur et un playmaker qu'on n'a pas encore calculé à un tel niveau qu'il va devenir indispensable. Ça, il faut prendre en compte. Mais de deux, il faut recruter. Il va falloir recruter rapidement. En mai, on va oublier pour un gars à MLS, mais peut-être pour l'été, il faut que ça arrive. Et il y a une recrue qui arrive la semaine prochaine, c'est Novilo. On va espérer que lui va être un vrai catalyseur parce que il y a une différence, tu sais, quand Houston ils font rentrer McNamara, Ellis et Kyoto du banc, et que l'Impact fait rentrer Jackson Lamel, Choinière et Chamichom, c'est pas la même chose. Mais c'est des bonnes options aussi. Moi j'aime beaucoup Chamichom, Choinière c'est un jeune, il est bon, puis Jackson Lamel, physiquement. Ouais, mais c'est pas des valeurs sûres. Ouais, exact. Là, exactement. On est dans un autre registre. Alors comme on me vend beaucoup Novilo, puis j'ai vu un peu en pré-saison, il a du talent, oui on le voit, mais il faut lui donner quelques matchs pour voir ce qu'il vaut vraiment sur un terrain MLS. Avoir une autre option en plus, ça va aider. Donc, et s'il est vraiment en synchro avec ce que Garde veut, parce que Garde est parti le chercher spécifiquement, je parle de Harry Novilo, on va espérer que ça va être le catalyseur de tout ça, avec Choinière, que ça va donner des options. Mais il manque du monde là. On va pas faire semblant. Il manque un ou deux joueurs pour faire la différence. Si quelqu'un est en désaccord avec moi et avec nous, je pense qu'ils ont tort. Je trouve que si tu veux être un bon club, Azira c'est ton backup, c'est ton remplaçant qui rentre pour finir le match avec ton milieu de terrain, un tighter plus si vous voulez. Côté droit, au moins il a compété côté droit, au moins t'as 3 joueurs qui peuvent jouer côté droit. Même 4 si on compte. Mais ça fait des mois qu'on sait que la profondeur au milieu du terrain, surtout au niveau de la créativité. Et l'an dernier aussi, c'est le même problème, etc. Ça reste. Moi, au moins on a moins de choses à. Moi, je suis beaucoup moins inquiet que l'an dernier, mais je suis pas nécessairement serein pour me dire oui, ça va aller. Mais en même temps, ils vont jouer à la maison. Je trouve que quand ils vont jouer à la maison, ça va être beaucoup mieux quand ils vont revenir à la maison dans un mois et demi, là. Mais ça va leur faire du bien. Mais sur la route, ils sont bien comportés contre Houston. Voilà, quoi. S'il faut pas de pressing chercher le ballon, ils vont subir. Ça, c'est la règle. Donc, je vois pas nécessairement à quoi ils pouvaient s'attendre s'ils allaient pas vraiment pousser chercher le ballon, puis, Houston, la chaleur, blablabla, mais, moi, voilà, quoi. C'est plus, comme t'as dit, Hilton, on n'est pas vraiment étonné ce qui est arrivé. Non, exact. Bon, on passe aux questions. Marc, notre pessimiste adoré Marc Belletête nous demande est-ce que Urruti à 1,2 million pendant 3 ans, est-ce que ce sera au final une plus grosse erreur qu'un Camacho? Non. Moi, je dis non, Nilton. J'avais dit dès le début, son salaire était un peu haut. Mais en même temps, ce salaire-là, ils l'ont baissé parce que ultimement, il allait gagner encore plus que ça. Oui, c'était déjà prévu dans son contrat. Oui, donc, exactement. Restructurer, le ramener dans le budget de l'Impact de Montréal. Tout à fait.
plus réalistement possible. En termes d'expérience, en termes de statistiques, même si c'est pas wow, et en termes de juste la convention collective, son salaire elle est montée, puis d'avoir un salaire minimum plus que décent. Donc on se dit oui c'est cher, mais par rapport à Mancuso et Vargas c'est pas cher. La grosse différence c'est qu'au routier l'alternative n'existe pas beaucoup. Il y a Jackson Hamel, Jackson Hamel, il y a toujours le point d'interrogation à savoir s'il était là en début de saison. C'était pratiquement une garantie qu'elle allait être transférée ou prêtée ailleurs. Donc, au routier, c'était une case à combler absolument rapidement, le mieux possible, avec une valeur un peu plus... Le problème d'Oroutier, c'est que les gens l'a perçu comme un joueur qui ne l'est peut-être pas. On aimerait voir un buteur. Urruti ne peut pas donner ce genre de performance-là sur le terrain. On commence à le connaître un peu. On voit ce qu'il peut apporter. 1,2 million. Tous les gros salaires dans MLS est problématique parce qu'on est limité au niveau d'espace salarial. Camacho, son plus gros problème, c'est qu'en plus de son salaire... Ses performances étaient suspectes. Exactement. Et il existait déjà des alternatives dans l'effectif. Donc, lui donner une si grosse portion du budget salarial à un gars qui a déjà deux, trois autres joueurs à cette position-là, ça devient un peu bizarre. Donc, ultimement, non, il ne sera pas un problème. Non. Plus que Camacho, mais ça... Quand même, ça nous limite au niveau recrutement. On peut pas aller chercher un autre attaquant d'1.5. Oui, mais voyons l'historique de l'Impact. C'est soit Di Vaio, soit rien. Soit Drogba, soit rien. Donc on se dit, Urruti, c'est entre deux. Et comme je t'avais dit en privé, à la maison, quand l'Impact va être un peu plus agressif, Urruti va en profiter. Et il y avait des bonnes séquences durant laquelle quand l'Impact commençait à gagner, ils ont gagné, je sais pas, 80% de leur match, là, durant la deuxième moitié de la saison de 2018, et on voyait que même Mancuso profitait du collectif qui a monté de niveau, mais lui était en dessous, donc il était pas capable de suivre le rythme. Alors que Urruti, quand Taider et Piatti vont commencer à enchaîner, puis Azira va monter de niveau, puis Piatti va commencer à être plus offensif dans le sens faire des relances plus rapides et récupérer le ballon plus haut, Urruti va être là. C'est ça la différence, Milton. C'est ça que je dis. Mon hypothèse est que quand l'équipe va jouer plus haut, va être plus agressive. Et on le voit aussi, comme je t'avais dit, quand je t'avais dit le jeu vers la fin de la mi-temps, où l'Impact en quatre touches sont arrivés dans la surface de Houston, Urruti va être là pour faire la différence. Moi, je te dis, mais c'est pas Di Vaio, c'est pas Di Vaio. Ce que tu dis là s'applique à tous les attaquants du monde entier. Je veux dire, oui, un attaquant va être bon quand on va être installé. Sauf Mancuso, mec. Et il faut dire la vérité. Non, mais je te dis, oublie Mancuso, sauf sur le joueur que l'Impact a misé dessus pendant 2 ans. Et c'était une catastrophe. Ouais, mais donc, ce que l'Impact avait besoin, c'était d'un game changer à lui tout seul, un autre. Parce que Piatti, c'est ça qui fait... Ils ont pas l'argent. Ils ont mis trop sur la défense. Ils ont beaucoup sur Piatti. Taider, il fait pas d'épinote. Donc, en conséquence, voilà, quoi, ils avaient Question pas le choix. pour toi concernant Taider, parce que ça fait quelques fois que je vois ça dans les reportages de match. As-tu l'impression que Rémi Garde est trop sévère avec Saphir? Quand Rémi Garde parle de lui? Ouais, ou très souvent, mettons, en cours de match, les interventions de Nicolas Martineau, on entend souvent dire, tu sais, Rémi Garde est en train de parler à Saphir, il pousse, il demande de pousser plus, il demande si... Je pense, j'ai pas l'impression, moi, j'ai plus l'impression qu'il lui fait confiance, qu'il sait que c'est son moteur, que c'est le moteur de l'équipe pour générer quelque chose. Dans le sens pour monter le ballon vers l'avant, pour distribuer, oxygéner. Il le sait que c'est sa pierre angulaire avec Piatti. Il a besoin des deux. Peut-être il y a des exigences plus hautes parce qu'il l'aime beaucoup, ou du moins qu'il s'attend à qu'il soit le leader, un des leaders de l'équipe, évidemment. Je sais pas, est-ce qu'il voit que Taider est un peu feignant de temps en temps? Il voit que Taider fait des erreurs, des d'intention. C'est possible. Taider n'est pas parfait, là. Genre, on le voit, là. Mais je veux dire, il y a d'autres joueurs qui mériteraient de se faire pousser, là, aussi, là. Justement, c'est une des questions de Philippe. Ordonez nous demande, Lovitz, est-ce qu'il est agacé par ses négociations de contrat? On le voit, Lovitz, sur le terrain.
Moi, je vais attendre que... On le reconnaît un peu moins. C'est sûr qu'il est arrivé au camp d'entraînement un peu en retard avec son expérience à la sélection américaine. Est-ce que c'est une raison valable? Bon, il connaît déjà le groupe, mais on le voit un peu absent là, dans les phases de jeu. Là. Un peu, mais c'est encore tôt. Ça fait à peine 180 minutes. C'est beaucoup trop tôt de vraiment commencer à pousser le bouton panique parce que Lovitz va marcher quand Piatti va décider d'être influent sur le côté gauche. Ou du moins côté gauche axe. Quand Piatti va commencer à être un fuego, il va être intouchable. Ou tout le monde va devoir le marquer de façon assez distincte. Lovitz va profiter de l'espace. Et ça va venir au jeu, à la distribution. Quand Azira et Piat auront plus le ballon, ils pourront jouer vers l'avant. Et quand l'équipe va étirer le jeu, tu vas voir que Lovitz va en profiter. Sagna, lui, il est beaucoup plus confortable parce que c'est son rôle d'être latéral, dans le sens, c'est un gars d'expérience. C'est une classe internationale. De classe internationale. De revoir Sagna avec Novilo. J'avais beaucoup aimé. Oui. Leur mouvement collectif, leur combinaison avec Azira. Peu importe c'était quoi l'opposition en face, juste leur mouvement était intéressant. Puis on l'a pas revu là. C'est une autre. Orgia Congo, c'est d'autres choses. Chouanière aussi, c'est d'autres choses. C'est pas le même profil de joueur. J'ai hâte de voir Novilo avec. Idem, c'est vrai. Puis il manque la provocation. On dit tout le temps il nous faut quelqu'un qui provoque côté droit pour compenser ce que Piatti fait. On espère que Novilo pourrait être ça à un certain niveau. Et oui, c'est intéressant, mais Lovitz, attendez un peu. Honnêtement, tout le monde a ri de moi quand je dis oui, c'est pas un mauvais latéral, mais maintenant, on l'aime beaucoup l'an dernier, et puis cette année, on panique déjà. On attend un peu. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Nilton. Je préfère attendre un petit peu. Notre ami LP Gear nous demande Chouanière positionné en 10 au prochain match, oui ou non? Ça implique bien sûr qu'on sort Azira, et je pense que la réponse est là. On peut pas se permettre de sortir Azira, surtout dans un match à l'étranger. Tu sais, c'est une évidence même que quand on va à l'étranger comme ça, la première des priorités, comme on dirait, c'est la défensive, c'est de bien encaisser tout ça. On peut pas demander ce travail-là à Chouanière. Je t'avoue que si Lambach avait battu Houston ou avait fait match nul, ça aurait été pas fou d'espérer que Rémi Garde décide de concocter une petite expérience, un petit setup pour dire Chouanière. Éventuellement, on pourrait essayer, si on veut ménager Saphir dans un match où ça va bien, c'est de mettre un Chouanière à la place de Saphir avec un Azira à côté pour le protéger. Mais le mettre tout de suite là dans une position où il sait que il pourra plus être, il pourra pas jouer le mode risque à tout prix, comme il peut le faire à droite. Mais encore une fois, je suis vraiment pas sûr est-ce que son poste c'est vraiment milieu d'axe ou ailier provocateur. Honnêtement, c'est bien qu'il puisse faire les deux. Peut-être en MLS ça marche, c'est correct. Mais j'aimerais bien avoir une idée semi-définitive quel est son meilleur rôle pour l'Impact. Parce que si son meilleur rôle en tant que joueur c'est dans l'axe et que ton choix va être entre Azira et lui, moi, je trouve que ça va devenir un problème pour le jeu de l'Impact. Si t'as peur de moins bien défendre parce que tu aurais mis Chouanière à la place d'Azira qui va donner plus de relais vers l'avant et plus de provocation si vous voulez. Moi, je trouve que c'est un problème, ça. Je trouve que c'est un choix un peu trop... On l'a jamais vu dans une situation où il doit défendre. C'est ça le problème. Je l'ai jamais vu dans l'axe, là, dans un match officiel MLS. Jamais joué dans l'axe. Non, mais je sais pas si à l'époque, non, même pas. À l'époque, il jouait pas avec FC Montréal. Il était trop jeune. C'était plus son frère. Je sais pas si dans l'académie, il a été utilisé un peu plus dans l'axe. Puis jouer dans l'axe, c'est des grosses confrontations, là. Non, c'est vrai. Puis peut-être l'espace, peut-être il va apprécier l'espace d'être dans l'axe avec tous les risques que ça vient avec en termes de perte de ballon, etc. Mais honnêtement, toutes ces questions-là qu'on se pose, Nilton, je pense que les gens vont poser la question chaque semaine. Puis au match 5 ou 6, on va avoir des réponses. Moi, j'aime voir des tendances après 5-6 matchs. Plus un petit match à la maison pour donner une petite idée de ce que ça vaut à la maison avec la foule et tout. Chouanière, c'est un facteur X que l'Impact n'a pas le choix de le faire jouer et de l'inclure dans le squad parce qu'ils ont personne d'autre, de 1. De 2, ils lui font confiance. Ils lui ont donné un contrat pour une raison. Et de 3, je trouve que cette compétition saine
Et comme il peut se plaguer, parce que j'avais fait un sorte de, dans la tête, un sorte de depth chart, une liste de profondeur par poste, puis Choinière se retrouvait dans 3-4 postes différents. Mathieu Choinière. Donc on voit qu'il y a une certaine versatilité, mais est-ce que ça c'est une bonne chose ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui le rend tellement important pour le club, du moins pour l'effectif 2019, que il va devenir indispensable? Je ne sais pas, mais je sais pas, Nilton. Je trouve que c'est beaucoup demandé aux jeunes, puis à moi, puis à toi de dire oui, dans l'axe c'est bon, contre Orlando, allez-y, y a pas de problème. J'ai du mal à y croire. Notre ami Kevin Duska nous demande il a trouvé Piet assez ordinaire lors des 2 buts en termes de positionnement. Ouais, je comprends ce qu'il veut dire. À chaque fois, c'est comme si on se retrouvait. Ça va vite, là. C'est un enchaînement d'actions qui finit par avoir 2 joueurs de l'Impact sur le même joueur adverse, et là, il s'allibère. Ce qui est arrivé pour Memo Rodriguez, c'est qu'il s'est retrouvé totalement libre parce que Piet a été aspiré par Martinez. Je pense que c'était aussi Sagnan, je me souviens plus qui était là, ou ça soit là. Non, je pense que c'était Lovitz. Et là, Azira a tardé à venir presser Memo Rodriguez. Même chose là sur Moi, il y avait un mouvement de panique au 2e but, donc tout le monde essaye de couper le tir ou la passe, ça va vite. Je trouve quand même c'est un peu dur Piet de blâmer Piet sur le premier but parce que il rattrape l'erreur de Piatti. Donc là, il y va pour essayer de bloquer le tir ou la passe, il se fait feinter. Mais honnêtement, moi ce que je vois comme pattern qui se reproduit un petit peu dans les buts, c'est le manque de vitesse de Diallo pour aller pour aller marquer le danger. C'est à chaque fois oui, sur le 2e but peut-être. Sur le premier, ça allait trop vite. La semaine passée aussi, c'était un peu ça. Comme il manque un peu de rapidité, je sais pas si c'est la nonchalance ou quoi que ce soit, mais il se fait souvent passer devant. Ça me dérange un peu. Moi, ce que j'aimerais voir de Piet, puis je l'ai dit en début du show, c'est vraiment qu'il soit un peu plus aventureux avec le ballon dans les pieds, surtout quand il y a de l'option devant lui. Je ne lui demande pas de dribbler. Dribbler, c'est une très mauvaise idée comme ça, mais quand il n'y a rien devant lui, t'es pas obligé de passer à gauche et à droite. Oui, mais je suis d'accord à un certain point, mais il est programmé pour ça. C'est un milieu défensif. Ouais, dans le sens, et je sais que tu le sais, Tom, mais dans le sens, comme l'Impact est tellement fragile dans l'axe, je trouve, offensivement, Piet, c'est pas Piet qui va décider, c'est quoi, je vais prendre les rênes de l'équipe et je vais être le numéro 10 sur cette séquence-là. C'est pas ça que je demande. Non, on se comprend, c'est pas ça que je demande. Mais il y a vraiment il fait des passes, il fait des passes sur les côtés vers les latéraux, donc au moins il essaye. Je trouve qu'il distribue. Donc je pense que je voyais sa distribution sur les stats et même durant le match, il était assez comment dire. Oui, soit il jouait derrière le rond central ou juste devant le rond central, on s'attend à ça pour Piet, mais il distribuait pas beaucoup là, deux fois côté droit offensivement et 5 ou 6 fois côté gauche offensivement. Mais dans l'axe, dans l'axe, il va passer à qui? Si Urruti n'est pas capable de se démarquer ou vraiment aider, il va passer à qui? Piatti essaye, mais oui, mais ça c'est le rôle de l'avant-centre, c'est ça. Il faut qu'il fasse ses appels en diagonale. Il faut qu'il ouvre ce chemin-là. S'il fait juste se rapprocher de Piet, ça sert à rien. T'as raison. Là. Il faut que tout le monde fasse des appels aussi. Hein. Il y a ça le problème. Quoi. Je trouve qu'il y a un manque de. Attends, allô, tu m'entends? Oui, toujours. Oui, excuse-moi. Donc il y a un manque de roulement sur le terrain qu'on voit. Donc je me dis, je veux pas demander à Piet de faire ça. Piet, s'il peut défendre comme un bulldog et arrêter tout. Si lui, sa façon d'être offensif pour le moment, il le sait, puis il le fait très bien, il faisait très bien l'an dernier, c'est intercepter le ballon haut et relancer rapidement et laisser ceux qui sont payés plus cher que lui de marquer des buts, et tant mieux. Pour le moment. Et je trouve que sa force, ça va être là. Sa force va être là, puis le poids de devoir produire un peu plus est mis sur les épaules de Azira, qui lui, c'est axe droit, qui va beaucoup plus avancer côté droit, et Piet va rester vraiment dans l'axe. Je pense qu'il va aller pas plus haut que, en termes de distribution, pas plus haut que 10 mètres devant le cercle du rond central. Donc juste devant. Donc il faut pas trop demander, mais sur le premier but, vraiment, c'est Piatti qui fait l'erreur.
t'as le ping-pong entre Taider et je pense Lovitz. Ouais, ça, ouais. Ouais, je pense que c'est ça, c'est Lovitz, puis Piet s'approche, puis là, ça libère tout le monde. Non, mais son rôle, c'est ça. Son premier rôle, c'est toujours d'aller comme ça, confronter le premier danger. Ouais. C'est lui qui doit aller chercher ce premier danger-là. Après, on peut pas demander et on peut pas demander à Cabrera de faire ça puis après le reprocher. Là. Exactement. Il l'a fait. Puis s'il avait pas fait, on aurait dit pourquoi Piet n'est pas monté sur le premier joueur. LP Bardougnotis nous demande est-ce que c'est envisageable de changer de schéma? T'sais, plusieurs fois on entend parler que Orotti est beaucoup plus utile probablement comme deuxième attaquant, donc un schéma avec deux milieux axiaux, y aller avec un 4-2-3-1 avec Jackson Hamel en pointe, Orotti derrière et ainsi de suite. Peut-être que éventuellement, si on voit qu'on n'est pas capable de produire offensivement, c'est sûr que Rémi Garde va être tenté d'essayer Maxi Orotti dans une position plus reculée, peut-être pas nécessairement un milieu, mais en faisant ça, la personne qui va sauter, ce sera peut-être pas Azira, ça va être Piet. Oui, mais comme il n'y a personne qui joue le rôle de Piet, même Azira, je pense qu'il peut pas le faire à mon humble avis. Ils vont pas prendre ce risque. En tout cas, je le vois pas, mais en pré-saison, est-ce que l'Impact a joué une autre formation que le 4-3-3? Absolument rien d'autre. Donc, lui, pour Ligard, quand Neuvillot va revenir, hop, c'est comme un chewing-gum à la menthe polaire. Hop, ça va rafraîchir tout le monde. Il va être content, il va provoquer, puis ça va confirmer son pain et son beurre qui est le 4-3-3. Qui marche très bien, à mon avis, pour ses besoins. Et encore une fois, s'il y avait une ligne UN à la place d'Azira, avec Taider un peu moins offensif, je vous dis, ça aurait changé l'allure de l'Impact, comment il joue. Plus de risques, mais t'aurais demandé plus de défense, plus de repli défensif de tes ailiers contre un milieu offensif qui aime beaucoup donner et distribuer le ballon. Et tout le monde aurait l'air intelligent. Mais pour revenir à la question, changer, oui, tu peux, je sais pas, tu fais un 4-4-1-1 avec Piatti Orotti, ou un 4-4-1 avec Orotti Okionko, 4-4-1 Jackson Hamel Orotti. Tu choisis. Même Novillo peut-être peut être un deuxième attaquant devant, derrière Orotti, mais ils l'ont pas fait avant. Si en entraînement Nicolas Martino le tweet qui disait essayer d'autres formations, tant mieux. Moi je dis pourquoi pas. Mais je sais pas, Lilton, honnêtement. Je veux pas emmerder nos fans là, parce que je dis je ne sais pas. Mais au niveau schéma tactique, d'après moi, on est au moins pour 2 mois de questionnement. De 4-3-3, mais de 4-3-3, peu importe. Là. On va peut-être bouger les éléments, mais le schéma va rester comme ça en très, très, très longtemps. Rémi Garde a fait les mêmes erreurs que les autres entraîneurs, c'est-à-dire il a essayé Nacho Piatti en attaquant, il a vu que ça fonctionnait pas. Il a aussi essayé le fameux schéma à 3 défenseurs centraux. Et il retournera pas à moins de cas de blessure puis qu'il manque d'effectifs en avant. C'est moins le cas cette saison. Exact. Mais non, le 4-3-3, il va peut-être bouger. Les seules expériences ou risques qu'il pourrait faire, c'est ce qu'on a déjà parlé au début, là, c'est d'essayer un Chouanière pour le mettre pour le faire face à ce danger-là, puis le voir comment il peut se débrouiller, parce que ça peut être une solution. Puis Rémi Garde peut avant d'aller trouver l'alternative en recrutement, il peut peut-être essayer à l'interne qu'est-ce qu'il y a absolument comme alternative. Il pourrait essayer un Chouanière dans cette position-là, mais autrement, on ne devrait pas trop s'éloigner du 4-3-3 encore pour 2 mois. Mais comme disait Nilton juste avant, avec les mêmes formations, avec les mêmes joueurs, le même 11 partant, jouer à la maison peut métamorphoser cette équipe avec plus de confiance. Donc on va vraiment elle sera méconnaissable de façon positive, et j'y crois ça à Nilton. L'équipe qui joue plus haut est plus agressive, ça on le voit au Stade Saputo. L'impact est très différent à la maison, ça c'est clair et net. Et de 2, Rémi Garde peut rester têtu de façon positive avec son même alignement, la même formation du 4-3-3, mais il donne des rôles différents à ses joueurs, comment se positionner, comment faire les courses. Spécifiquement pour un match, tu peux rafraîchir un peu ton 11 partant avec ça, en gardant les mêmes joueurs. Parce que t'as pas de Piatti comme attaquant. Tu peux mettre Piatti comme un faux attaquant.
Dans le sens, c'est le premier qui reçoit le ballon vers l'avant et là, il commence à provoquer, puis tu vois le bloc qui monte vers le haut, qui aide, etc. Ça, tu peux le faire. Mais une chose qui est sûre, c'est que ces joueurs clés, Piatti, Piet, Taider ou Routy, disons ces 3-4 là qui sont un peu axiaux entre guillemets, pour essayer de monter le ballon rapidement et essayer d'attaquer en contre en transition rapide. Et là, je trouve que ça va beaucoup aider le club. Dès que ces joueurs-là vont commencer à synchroniser comme ils l'ont fait durant l'action vers la fin de la première mi-temps contre Houston. C'était parfait ce qu'ils avaient fait. Et s'ils continuent comme ça, je trouve que ça va les aider. Mais encore une fois, j'ai l'excuse qu'ils jouent sur la route, ça c'est vrai. Mais Houston, je trouve qu'il était beaucoup plus fort que San Jose, puis on a vu la différence. Je me souviens plus c'est qui avait posé cette question-là. Qu'est-ce que ça concernait Silva, comme quoi est-ce qu'on va peut-être regretter un peu son départ plus que prévu. Patrick White, croyez-vous que la perte de Silva va nous faire plus mal que prévu initialement? Ça va dépendre de l'état physique de Novilo. Là. Là, on espère que c'est vraiment anodin puis qu'il est préservé et que c'est pas sérieux. C'est sûr que, on l'a vu, là, Silva, c'était une machine athlétique. T'es capable d'aligner des minutes. Lui, c'en était un qui courait, puis il était jamais fatigué. Si Novilo est pas capable de suivre le rythme de la MLS, ça va devenir un problème. Ça, c'est sûr. Oui, on va l'arrêter rapidement, c'est ça qui arrive. Oui, exact. Mais bon, comme tu dis, si bien, oui, il est tôt, on va le voir dès la semaine prochaine. Moi, je pense que ce que l'Impact risque un peu plus encore de regretter, c'est son manque de recrutement encore à l'intersaison. C'est pas normal qu'on ait à 17 joueurs seniors, qu'on n'a pas trouvé d'éléments au milieu offensif ou créatif, si on veut. Quand on a fait l'essai de Chris Wehan, on l'a essayé sur les côtés. Pourtant, en USL, il joue presque tout le temps comme milieu axial. Ouais. Même là, avec son nouveau club en fin de semaine, il a joué comme axial. Pourquoi on l'utilisait sur le côté? Moi, je pensais que une fois qu'on l'avait libéré de cet essai-là, on avait déjà d'autres éléments en tête rapidement pour le remplacer. Ça a l'air d'un projet inachevé pour l'instant pour l'Impact de Montréal. Il y a trop de points d'interrogation. Tu sais, le surplus. On fait souvent des blagues là, sur Twitter avec Fanny qui est à Montréal. À Montréal sans avoir le maillot, un Camacho, un Raitala qui est sur le banc, qui sont pas utilisés. Tout ça, ça semble un casse-tête mal formé. Je peux pas croire que dans les prochaines semaines, il va pas se passer quelque chose, qu'on sera pas tout d'un coup surpris par soit une invitation ou soit par un échange si rapidement que ça. Là. C'est clair que Camacho Raitala sur le banc comme ça, surtout Camacho. À la place de Cabrera qui a pris sa place, qui était persona non grata, soudainement maintenant titulaire et All-Star MLS quasiment. J'avoue que c'est louche et comme t'as dit Rod Fanny, qui est encore à Montréal, c'est pas anodin, c'est un très bon point Nilton. Et oui, on est frustré du manque d'ajouts parce que est-ce qu'il y a eu des ajouts MLS cette saison à part Routy? Au milieu de terrain, il n'y avait pas un joueur MLS qui aurait pu aider l'équipe. Je peux pas croire. Moi, j'y crois pas. J'ai vraiment du mal à y croire. C'est vraiment bizarre. En 2019, il y avait pas. Il y avait personne disponible. Moi, je sais pas, excuse-moi. Peut-être que je suis un peu trop naïf. Mais je suis un peu dessus. Je sais pas, il y a des échanges. Je sais pas si Tommy McNamara a été échangé, là, ou a été wave par New York City FC pour se retrouver à Houston. Mais voilà, je me dis, je suis vraiment déçu par rapport à ça. Surtout qu'on savait que le milieu de terrain était vraiment quelque chose d'important, et puis l'Impact qu'on avait besoin, parce que honnêtement, je suis un peu perplexe, Clinton. Je commence à me frustrer. Dans quelques semaines, on va parler de ce fameux milieu de terrain. Parce que ça me dérange pas que t'aies Azira, Piatti et Taider. À la limite, ça me dérange pas, mais il faut que le reste compense. C'est les alternatives. Voilà, mais exactement, il faut que le reste compense ce que tu veux faire. Si tu dis, si ni Novilo, ni Chouanière, Mathieu, ni Oyonko, ni, je sais pas moi, Orotti côté droit ne sont capables de faire la différence pour compenser Azira, ok, on fait quoi alors? C'est quoi la solution? C'est quoi c'est quoi l'alternative par rapport à ça? Et je trouve que c'est un peu gênant pour moi. Je trouve ça très gênant que l'Impact n'a pas pu chercher un milieu de terrain
un autre Azira, peut-être pourquoi pas, ça dérange encore, un autre Azira si vous voulez, mais qu'on va même pas un essai. Et encore, on garde en tête qu'on assume que Novilo va être bien. En plus. On assume, moi je suis positif là, parce que j'aimais beaucoup, ça va faire très 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 mal. Oh oui, c'est une catastrophe, c'est un flop. Et il faut penser nord-américain parce que les places internationales sont pas disponibles, on n'est pas capable de libérer des places internationales, on en a sur le banc, exactement, donc il faut trouver du smart money, là. Il faut se retrouver ailleurs. Azira, ça a été du smart money, ça a été un joueur qui a été rendu en USL quand on est allé chercher. Il faut être capable de trouver un spécialiste. On n'a pas besoin d'un titulaire à tout prix. De toute façon, on n'a pas le budget pour aller chercher un titulaire à tout prix. Parfait. On a besoin d'un spécialiste, on a besoin d'un gars dans des situations clés de match. Oui, Shomi est là pour combler des minutes, pour combler des kilomètres. Mais on peut pas dire on va mettre Shomi pour aller chercher un résultat. Ben, avec le temps de jeu qu'il a, on le saura jamais. En plus, on le saura jamais. Donc ça, et puis s'il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, ce qu'il n'est pas assez bon, ou le staff l'aime pas, ou le staff le trouve pas assez bon, quelle que soit la raison, je suis pas dans le secret des dieux, c'est pas mon problème, je vais pas chercher des rumeurs et des rumeurs de vestiaire. Tout ce que je dis, c'est que il faut vraiment, j'espère que le côté droit, parce que la clé c'est le côté droit, je crois qu'il a fait la différence, parce que Urruti c'est une valeur sûre entre guillemets, je mets les guillemets pour toi Nilton, alors que le côté droit, c'est là où on veut qu'il y ait vraiment que la différence soit faite. On va espérer que la défense reste solide. Au pire, t'as Camacho, au pire, t'as Raitala, tu fais tourner. Tu vas te débrouiller, t'as Broguillard qui va être là comme latéral. Tu vas te débrouiller, Raitala comme latéral gauche, tu peux même faire monter, comment il s'appelle, mais ils vont pas jouer là, mais Émile Legault, il a signé un contrat, Émile Legault. En tout cas, il devrait, ouais. Il devrait, mais en tout cas, on va pas le considérer tout de suite, mais, tu sais, à la limite, c'est pas des gros problèmes entre guillemets. Maintenant, ce qu'il faut, c'est, il te manque un milieu de terrain de plus où tu espères que ton collectif va faire la différence. Et encore une fois, c'est des si. J'espère que ça va changer. Mais en tout cas, on verra. Désolé, j'ai l'impression que je parle dans le vide là, mais... Et c'est peut-être ce manque de solution-là qui va forcer Rémi Garde à faire des expériences, c'est-à-dire tenter un Mathieu Chouanière dans une position de milieu axial, même possible, avec les risques que ça comporte, juste pour pouvoir le tester, pour connaître sa valeur. Parce que ça a été déjà fait dans sa carrière à Maxi Urruti, oui, il pourrait être tenté de l'essayer comme milieu, parce que on a le luxe, c'est quand même un peu fort comme terme, mais on a quand même un avant-centre qui peut nous donner plusieurs minutes, qui peut faire un match complet devant, avec un Ojo Okongo aussi qui peut être... dans le fond, on prend des joueurs pour les utiliser dans des positions qui ne sont pas les siennes, naturellement, parce que l'effectif est mal construit. On a une sur-représentation dans certains postes et une sous-représentation dans d'autres. Oui. Et en faisant ça, ces expériences-là, c'est vraiment pas une garantie qu'on améliore le club. Donc, Rémi Garde pourrait, dans le fond, par défaut, dire, le 11 que j'ai présentement, c'est le meilleur que je peux avoir. J'ai peur que le staff n'a peut-être pas tout ce qu'il faut pour aller chercher des éléments ailleurs dans la MLS. Oui. On semble se fier beaucoup, beaucoup plus à Vassili pour faire ce genre de recrutement ou de suggestion. Mais je suis très, très, très déçu par le manque d'imagination de ce club-là. J'aurais vraiment voulu que l'Impact de Montréal fasse beaucoup plus d'essais pendant le camp d'entraînement pour des joueurs comme ça, USL, que ce soit des Américains ou des Canadiens. Tout à fait. C'était pas des risques très, très gros de faire venir des joueurs comme ça à l'essai et de les utiliser dans ces positions où on en a besoin, parce que Aziros, ça a été un gamble. Oui. Lovitz, ça a été un gamble. Parce que quand il est arrivé pratiquement dans une situation de catastrophe où tous nos défenseurs latéraux gauche étaient blessés. Lui, c'en était pas vraiment un. Il avait pas eu une belle expérience à Toronto. Tout à fait. Et là, c'est un pilier de l'équipe. Il faut mettre ces joueurs qui sont peut-être pas parfaits, mais dans des situations de dernière chance,
parce que il y a beaucoup de contraintes MLS, là. Idéalement, Rémi Garde, il serait capable de combler avec son réseau tous ces postes-là. S'il n'y a pas de problème et de contraintes au niveau de statut international, de budget. Dans le monde parfait, si l'Impact était un club US, Rémi Garde serait peut-être champion MLS maintenant. Facilement. Mais là, il est obligé de composer avec ses contraintes MLS. Et c'est pas optimal comment qu'on les utilise. Non, c'est vrai. Et puis en plus, pour résumer un peu ce que j'essaie de dire depuis 2 ans, je pense, j'ai enfin trouvé la phrase qui va aider à résumer toute ma pensée. C'est que, et tu m'as donné une piste avec ça, Nathan, durant ton exposé, c'est que le déséquilibre défensif que l'Impact a décidé de mettre en place ne justifie pas le déséquilibre offensif dans lequel l'Impact se retrouve. Et je trouve que c'est ça qui me dérange le plus. Et puis, à la limite, il justifie en partie, si je peux un peu me corriger, parce que défensivement, l'Impact se prend pas des grosses tollées. Défensivement, c'est beaucoup plus intéressant. L'Impact va se prendre des 4-1, comme tout le monde en MLS. Tout le monde va se prendre des grosses raclées, ça c'est normal. Mais défensivement, la mentalité du club est meilleure que depuis 2017. On va dire 2017, c'est une catastrophe. 2018, l'an dernier, quelques raclés qui étaient un peu prévisibles, mais depuis l'Impact s'est ajusté. Et Rémi Garde a mis en place une structure défensive, puis il lui dit souvent la montée défensive est importante. Mais ce déséquilibre-là, j'ai l'impression que vous avez assumé qu'ils vont avoir 1 ou 2 joueurs qu'ils allaient pouvoir recruter, ou type de joueurs qui allaient dire ok, ça va compenser, c'est pas grave, on va jouer un contre, on a Piatti, on va trouver un autre Piatti, puis ça va aller. Et oui, je pense qu'ils mettent beaucoup d'espoir sur Urruti, ce qui est normal. Ils mettent beaucoup d'espoir sur Taider, qui soit un des catalyseurs, puis il l'est. Je trouve que Taider livre la marchandise, mais je le dis de façon claire, je pense qu'il fait le travail. Plus que ça, lui en est pas plus que ça. Ce qu'il fait là, c'est that's it. Non, c'est fini, il est à son maximum, là. Et c'est côté gauche, il monte, il descend, il essaie de défendre, il distribue, il fait les coups francs, les corners, il marque des buts, c'est bon. Il fait son travail, il a signé son contrat d'épée, il remplit les conditions. Donc arrêtez de trouver des bibis là ou de me hâte pour me dire que regarde, il est bon Taider. Non, je le sais là. Merci. Thanks guys. Non, je blague. Merci de compter à me puter là, d'interagir avec moi, je blague. C'est un plaisir de parler avec vous. Mais pour revenir à mon idée de déséquilibre, ce déséquilibre là, je le trouve pas justifié. C'est plus ça. Et voilà. Et on a le problème, Nilton. La défense. Il faut trouver la solution. C'est ça, mais la défense, il y a trop d'argent en défense. Puis il faut libérer pour trouver des éléments plus offensifs. That's it. Débrouillez-vous. À la limite, si tu gardes Camacho et tu reprends Fanny tant qu'à y être, il faut que tu vends quelqu'un. Il faut que tu vends quelqu'un pour faire quelque chose. Mais je trouve que c'est pas sain comme déséquilibre. Et la seule façon c'est impossible pensez là, on peut pas avoir un Camacho. Dans le meilleur des cas, la moitié des matchs sur le banc. C'est impossible. C'est un désastre. Pas à ce salaire. C'est trop. C'est un désastre. Déjà que le salaire de Fanny était vraiment catastrophique pour un club MLS, malgré ses performances All-Star, entre guillemets. C'est pas normal que tu payes un gars de cet âge-là. C'est beaucoup d'argent. C'est un suicide dans la ligue de Don Garber. C'est un suicide collectif, financier, sportif. Mais au moins, il a livré la marchandise. Camacho, sur le banc, c'est vraiment pas bien. C'est un coût d'opportunité qui coûte très 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 cher. Très très cher. Place internationale, budget, argent d'allocation. Ça veut dire que tu viens de dépenser de l'argent d'allocation que tu pourras jamais récupérer. C'est fini là, cet argent est parti. Tu pourras pas l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Totalement raison. It's over. Bye bye. Salut la visite. C'est fini. Et tu peux pas dire que tu en as profité dans la première année non plus. Exactement. Donc parce que le match le plus important de la saison en 2018, il était sur le banc, par choix. Oui. Donc, voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Puis à la limite, si Camacho, il revient, puis il joue très bien, tant mieux, là. Au niveau talent, j'ai pas l'impression que il est nul, mais c'est juste que... Non, c'est pas ça. Mais il y a déjà mieux sur le club. Oui, c'est ça. Mais c'est juste que c'est un peu gênant. C'est un peu gênant parce qu'offensivement, il manque quelque chose. Sinon, on dirait rien. On dirait rien. Si offensivement, est-ce qu'on parlait de la défense quand il y avait Drogba et Bernier, puis Nigel Reo-Coker? Non, je sais même pas c'est qui la défense à ce moment-là. C'est qui? Il y avait Camara, il y avait qui? On a déjà essayé Reo-Coker à droite aussi. Bah oui, puis ouais, c'était pas mal. c'était divertissant. Avec Drogba, ça a bien marché. Je trouve sur 1 ou 2 matchs.
Mais c'est plus pour dire, c'est quand t'as Divayo et Drogba, tu dois pas c'est qui la défense. On se pose plus la question, on se dit c'est qui fait la passe à ces joueurs-là, puis c'est ça qui compte. Et défensivement, il y a une bonne base, mais voilà, ce déséquilibre-là, j'ai du mal à justifier, mais voilà, c'est à eux de coacher, c'est pas moi. Semaine prochaine contre Orlando, es-tu tempéré ou tu vois encore une équipe trop faible pour l'Impact de Montréal et ça sent la victoire? Ouf. Orlando, ouais. Orlando, ils ont fait un match nul. Non, ils ont fait deux matchs nuls, ouais. Ça sera pas facile non plus. Là aussi, il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Il y a la distraction de la plage. Bon, heureusement que c'est pas LAFC. Sinon, ça aurait fait mal. J'ai hâte de voir Nani. Oui, je sais que t'es content. Ouais, j'étais content pour Nani. Je suis content parce que Nani a subi un peu le syndrome que... Il est vieux, il est fini. Ouais, qu'on avait dit pour Rooney, qu'on avait dit pour Schweinsteiger. Il y en a, là. Oui, il y a eu la mauvaise expérience Pirlo, où lui il est nettement arrivé ici en pré-retraite, mais c'était un joueur une icône du soccer que c'était pas grave, c'en était rigolo. Tu sais. Exactement. Mais on est resté avec cette idée-là pour juger les prochaines stars européennes en fin de carrière et automatiquement, parce qu'ils étaient vieux, mais ils allaient arriver ici avec une mentalité de pré-retraité et officiellement, ils allaient se faire détruire par le rythme effréné de la MLS, comme si dans les autres ligues, ça jouait en slow motion. Et on l'a vu, là, tu sais, où Nani, c'est clairement plus le même joueur qu'avant, mais son intelligence de jeu, on le prendrait, là. Tu sais, oui, peut-être que l'argent qui a été dépensé est exagéré, mais on en a des exemples et on vient d'en nommer quelques-uns de notre côté où l'argent a été mal dépensé. Il faut faire attention à chaque fois, là. Tu sais, les joueurs parfaits ne signent pas en MLS. À chaque fois qu'il y a un joueur qui arrive, s'il vient, il y a une raison très précise, une combinaison, mais ça fait pas en sorte que c'est un mauvais joueur. Puis il faut arrêter de descendre à chaque fois par défaut parce que c'est pas l'Impact de Montréal qui les signe. Il faut pas faire l'inverse non plus, que dès qu'on signe quelqu'un, ça va être merveilleux, la chimie va être belle, il va défoncer la ligue, il va marquer des buts à la tonne, du double digit, peu importe la position, il réussit une passe, il devient probablement le meilleur joueur de la ligue. Il faut faire attention, il faut doser ce qu'on dit parce que ça nous affecte. Ça nous affecte dans notre jugement des matchs. Et ça semble des fois même affecter la performance de certains joueurs parce que l'Impact de Montréal, c'est une petite communauté. Tout se rend pratiquement aux oreilles des joueurs et du staff. C'est sûr que dans leur tête, ils voyaient comme ce qui devait être normalement une possibilité de 10 à 20% de chance d'aller chercher 3 points là-bas. Dans la tête de beaucoup trop de gens, c'était du 80% de chance. Oui, et c'est juste ce positivisme vraiment accru. Je parle pas du positivisme de la pré-saison, là, je dis mais ok, mais je sais pas, oui. En tout cas, je vais pas répéter ce que j'ai dit au début de l'émission, mais j'ai pas compris le contraste. En même temps que toi aussi t'as pas compris le hate anti-Nani. Ça aussi, right? Exact. Donc c'est pas ça. Puis en tout cas, mais pour venir à Orlando, si quand on joue à 3 défenseurs, je pense que ça pourrait aider l'Impact. Non, mais il joue à 3. Ça fait un moins à dribbler pour Nacho. Exactement, donc ça peut aider l'Impact. Il joue à un sort de 3, 4, ouais, mais il change. 3 n'a pas commencé un seul match. Exactement. Il joue avec Nani puis Akindele, le Canadien, puis Clashton juste derrière. Orlando, c'est une équipe comme San Jose. L'an dernier, c'est une catastrophe. Est-ce que cette année, c'est bien? L'effectif te fait dire que ouais, c'est pas mauvais. Et puis après les gens vont se dire ils ont juste fait match contre Chicago, donc on a une chance. Est-ce que Chicago ça vaut quoi? Tu sais, je me pose ces questions, je ne sais pas. Hein. J'ai l'air incompétent là, mais je sais pas quoi vous dire sur ces équipes-là. Je dois les voir jouer. Oui, ça va vite. Là. Regarde, juste San Jose, on était si contents d'avoir fait 2-1. Et Minnesota, qui est dans la tête des gens un club minable, mais finalement pas tant que ça, parce qu'ils ont recruté, ils ont fait beaucoup de changements risqués. Ils ont un joueur de qualité avec Darwin Quintero. Ah oui, ils sont allés faire 3-0 là-bas. Oh oui, non, c'est vrai. Puis ils ont la clé, ils ont cherché Alonso. Le milieu défensif, il est vieux, le sud de Seattle. Il est fini. Il est fini, ouais, un autre vieux. Puis ils ont payé beaucoup d'argent chercher Ike Opara.
de Kansas City. Donc ça, ils ont fait... Ben, il y a 2 ans, il était meilleur défenseur de la Ligue. Exactement. Et tu vois, dans l'axe, ils ont Opara, Alonso, Quintero. Tu suis la ligne, là, c'est parfait. Donc l'impact n'est pas loin d'avoir cette ligne-là. Mais c'est à voir. Ah ben, c'est tout. C'est déjà fini, là. Ça dépend de ta disponibilité. Non, je trouve on ça peut va. parler d'autre chose si tu veux. Non, j'ai un peu fatigué, là. On peut finir sur une session Netflix, là. Qu'est-ce que tu regardes sur Netflix en ce moment, monsieur Nilton? On a inversé, hein. Au lieu d'avoir un prologue, on va avoir un épilogue. C'est ça, c'est l'inverse du jeu. J'ai écouté un triste documentaire sur les Flat Earthers. Ah oui, je l'ai commencé, ma femme m'a dit non, arrête ça. Elle m'a dit, arrête ça. C'était tellement triste pour l'humanité à les entendre, là. C'est fou, hein. Est-ce que tu sais ce que j'ai découvert sur Internet? Il y a un mouvement encore plus méta que les Flat Earth, c'est le Space is Fake. Ah, ok. C'est un peu relié, là. Va rentrer dans ce trou là infini là, puis Space is Fake. Ouais, Fake Space, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Je pense que tout a commencé avec les vidéos de l'atterrissage sur la Lune de la NASA dans les années 50, là, 60 là. Okay. Ça a débuté de là le studio, puis que c'était du fake tout ça, donc je pense que tout le monde est rentré dans un sorte de délire avec Flat Earth, puis maintenant c'est Fake Space. C'est un autre niveau. Moi, qu'est-ce que je regarde sur Netflix récemment? Ouais, j'ai finalement écouté Roma. Non, j'ai pas encore le courage. Je suis plus en mode comédie action. Je suis pas prêt à du drame. Dans la comédie, tu vois, j'ai écouté j'ai écouté comment que ça s'appelle? C'est voilà. Est-ce que tu l'entends? Non, j'entends rien. C'est Hassan son show là, Patriot Act. Oui, exactement. Oui, c'est bien son show un peu. Une espèce de topo, c'est l'équivalent d'un topo de 20-25 minutes sur un sujet précis. C'est la tradition Daily Show, John Oliver, tout ça là. Exactement. Non, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. C'est bien, ouais. L'Impact de Montréal pourrait prendre 25 minutes là-dessus, ça serait assez drôle. C'est drôle. Ou au parler des tags du Stade Saputo, hein, sur un segment. Mais moi, ma femme, elle avait vu ça, puis elle a commencé à regarder, je l'ai avec elle, j'adore beaucoup. C'est Afterlife de Ricky Gervais. Ok. C'est mélancolie triste comique là. C'est un journaliste, c'est un gars qui perd sa femme, que là il vit avec le deuil, puis il est dans une situation un peu comique là, où il essaie de sortir un peu de son deuil. Mais tu vois, de sa dépression. Donc c'est assez bien. Ricky Gervais, c'est l'original. L'original de Office là, c'est lui de Office en Angleterre. Et c'est un excellent stand-up là, en anglais, il est très bon là, mais il est vraiment bon. Il est vraiment bon, puis son show Afterlife sur Netflix, j'ai beaucoup aimé. Sinon, j'ai commencé un film pourri. Je suis un fan des mauvais films, hein, je vous dis tout de suite. J'ai commencé un film, j'aime les films d'action militaire, espionnage. Comment tu les trouves? Comment tu trouves ça? Tu t'en vas en ordre décroissance de rating? Non, ça n'existe pas de toute façon. Non. Tu réalises quand les acteurs sont moins connus que le nom est bizarre. C'est comme ça que tu trouves pourri. J'ai vraiment adoré. C'était quoi? C'était attends. Ah oui, ça s'appelle Stratton. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le nom du personnage. C'est un truc de MI5 Navy Seal antiterroriste, mais c'est vraiment nul. Ok. J'ai pas encore fini. Mais c'est pour dire, ça s'appelle Stratton. Si vous allez voir sur Netflix, vous allez voir, c'est quoi ce film-là. Et je trouve que je suis un fan des films nuls, qui sont pas bons. Donc, j'ai du mal à arrêter de ne pas regarder, donc je veux juste continuer puis essayer de finir le film, là. Ça fait plus mal de le laisser non fini que de le finir. Donc, je préfère le finir. Donc, et là, je me suis rendu compte que j'écoute trop Netflix et du sport, je roule là-dessus. Là. DAZN, on peut maintenant avoir un multiplex. Là. On peut, ça, c'est le démon. 4 matchs en même temps. Il faut que tu finisses ça, tu t'envoies dans Netflix. Et là, tout ce qui me manque, là, c'est l'équivalent d'un documentaire pour m'expliquer certaines situations locales que je ne comprends pas. Comme par exemple, tout le monde... Justin Trudeau semble être dans le trouble à cause de SNC-Lavalin. Oui. Sérieusement, si on me pose une question dans la rue, je vais avoir l'air idiot.
Et j'ai tout le temps ri des gens qui étaient idiots dans des situations. Moi, j'ai aucune idée pourquoi il est dans le trouble. J'ai aucune idée pourquoi il y a des ministres qui sont partis. Et même chose, là, mais international. Puis là, je dis, au moins, j'ai Sofiane. Je sais que ça va pas bien en Algérie. Je sais que les gens sont en colère, mais je ne sais pas pourquoi. Puis voici ce qui me manque. Il manque quelque chose de personnalisé là, sur Netflix. Qu'est-ce qui se passe avec Algérie là? Bang, play, 25 minutes là-dessus. On n'a pas ça d'en parler, on doit finir sur ça, mais pour l'Algérie, c'est que même moi, pas que ça m'intéresse pendant que ça, mais je vis pas là-bas, donc je vais pas me mettre des opinions précises sur ça, mais pour dire, quand un président qu'on l'a pas vu depuis 7-8 ans, qui est vraiment paraplégique ou je sais pas quoi, qui demande un 5e mandat. Excuse-moi, je ris, parce que dans ma tête, quand t'as dit, il y a un président qu'on voit pas, qui est paraplégique, j'ai pensé à Weekend at Bernie's. Ouais, exactement. Donc, regarde, tes situations loufoques, je vais pas émettre de commentaires parce que ça a mal passé ou trop bien passé. Mais plus pour vous dire, c'est le peuple en a marre de ce président fantôme. Puis ça fait plus dire, si lui il est pas là, c'est qui contrôle vraiment le gouvernement? Ça, c'est une question qui fait encore plus peur. Quand je vis pas là-bas, j'ai pas de jugement à donner, les gens ce qu'ils font pas, mais je trouve que c'est bien ce qui arrive que les gens se soulèvent de façon pacifique, et tant mieux. Donc dans le fond, c'est un président qu'on pensait que son mandat allait se terminer parce que il est plus ou moins présent. On apprend qu'il se représente, mais on sait pas trop si c'est lui ou s'il est mandaté par quelqu'un d'autre. Exactement. C'est une dictature un peu démocratique là, puis dans son sens. Puis je vais retweeter pour un Vox Pop Algérie, il manque juste celui de SNC Lavalin. Suis-moi sur Twitter, je vais retweeter des journalistes algériens qui sont là-bas locaux, puis vraiment ce qui arrive, parce que les médias internationaux peut-être ils sont pas trop au courant de tout, puis ils vont faire des raccourcis, mais je vais retweeter des journalistes algériens locaux qui disent vraiment pourquoi, le comment, et ce qui arrive, pour donner les meilleures idées de ça. Je vais le faire cette semaine. Notre consommation de médias présentement cause ce genre de problème-là, où on trouve ça super intéressant, des topos de 20-25 minutes à la Daily Show sur un sujet. Le sujet, il est très niche. Oui. Il date. Oui. Puis les sujets actuels, on est moins concerné puis moins renseigné. Et surtout qu'on est très géolocalisé là. Même moi, je me considère comme une personne qui aime beaucoup apprendre ce qui arrive autour du monde. Exact. Ce qui arrive en Asie, en Amérique du Sud, pour moi, c'est un trou noir. L'Amérique du Sud, là, pour moi, c'est mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là-bas? À part le foot, c'est un peu triste parce que c'est une consommation médiatique qui est différente, dépendant où tu es. Exact. Donc c'est un peu fou comme concept. À ta propre culture. Là. Hein, excuse-moi? C'est très, très influencé par ta propre culture. Exactement, et tes intérêts. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Si vous ne bon match samedi. Allô? Excuse-moi, ça coupe beaucoup sur mon microphone, là, donc j'ai du mal à entendre Hilton. C'est un signe qu'il faut arrêter. Est-ce que tu m'entends encore? J'entends plus Hilton, mais je présume que vous écoutez encore parce que ça enregistre. Nilton, si tu m'entends pas, on se parle après. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour supporter le CanFC, vous allez sur Patreon du Cannes Football Club. Les liens vont entre les shows de l'émission. Merci à la Force du Malte, merci à Spreaker. Et si vous voulez supporter le CPP directement, après avoir supporté le CanFC sur Patreon, Buy Me a Coffee, on mettait les liens pour vous acheter des cafés, des couscous et des piri-piri, et ça va nous aider comme ça. Donc tous les liens vont entrer dans les shows de l'émission. Et désolé pour ce petit problème technique à la fin, je sais pas pourquoi je suis pas capable d'entendre Hilton, donc j'étais pas capable de le répondre à la fin. Donc voilà, dans tous les podcasts, les plateformes de podcasts préférés, vous cherchez le couscous piri-piri, votre rendez-vous Impact, foot, Netflix et commentaires politiques. Moi c'est Sofiane, lui c'est Hilton. Merci tout le monde et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.